Bienvenue dans ce 109e numéro de Terres et Vignes. J'ai le plaisir de recevoir deux invités ce soir. On va parler de Terres et Vignes, mais cette fois-ci l'association avec la présidente, Béatrice Richard. Bienvenue. Bonsoir. Et à vos côtés, la directrice développement de Terres et Vignes, Vanessa Serriès. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que cette émission mensuelle est réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Et en fait, si l'association Terres et Vignes fédère les acteurs agricoles présents dans le département, il faut savoir que ces acteurs ils peuvent être dans le domaine des grandes cultures, de la transformation, du vignoble et de l'élevage. Et l'association fête ses 1 an. Bon anniversaire à Merci. toutes les deux. Et avec nos invités, nous allons faire le point sur les actions de Terres et Vignes, pourquoi cela existe et quelles sont les actions menées. Aujourd'hui, l'émission se consacre au collectif Terres et Vignes. Quel est l'intérêt de ces actions de communication auprès du grand public? Comment fait-elle pour fédérer des filières très différentes? Comment défendre les intérêts du monde agricole au bois alors que l'agriculture semble en pleine mutation? Durant cette émission, nous ferons aussi la part belle à des initiatives et réussites durant la rubrique Retour sur l'actu. Et en fin d'émission, une autre initiative, celle de la MSA, qui a proposé un atelier de coaching relationnel. Nous verrons pourquoi. Béatrice Richard, avant de vous entendre, on va vous voir dans un sujet, parce que j'étais là lors de la conférence de presse qui annonçait la naissance de Terres et Vignes. C'était en février 2016, et ça permettra de comprendre quelles sont les actions et qu'est-ce qui a mené à la naissance de Terres et Vignes. L'idée, c'est que la Chambre d'agriculture fait partie de Terres et Vignes, au même titre que nos OPA, comme le Crédit Agricole, Groupama, alors je vais me faire avoir parce que je ne vais pas tous les citer, Soufflet, Vivescia, la SAFER, CER France. On est dans une structure collective. La communication, la formation, l'économique, l'événementiel, on a organisé la gouvernance d'une structure qui était informelle jusqu'à présent, Terres et Vignes. Je pense que face à certaines structures qui sont capables de faire des lobbies très très importants, on a nous aussi besoin dans nos filières de créer des structures de lobby et je pense que nous en serons, nous l'espérons, une très efficace et très performante. Ça, j'en doute pas, mais en tout cas, on comprend bien que le message, c'est de défendre les intérêts de l'agriculture sous toutes ses formes, l'agriculture auboise. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand je rencontre les agriculteurs, ils me parlent d'aléas climatiques, certains me parlent d'aléas de prix, et pourtant, on va voir les images, vous menez des actions auprès du grand public, que ce soit la foire de Châlons, Agricitadine, la fête de la choucroute à Brienne-le-Château, ou bien encore le salon de gastronomie, et j'en passe. Pourquoi défendre l'agriculture, c'est aussi passer par des actions de communication auprès du grand public? Eh bien d'abord parce que nos agriculteurs, et en particulier l'agriculture auboise avec un grand A, possèdent un savoir-faire indéniable. Notre rôle, c'est de le faire savoir. Donc c'est de le faire savoir vis-à-vis du grand public. C'est aussi à une époque où il n'est pas toujours facile d'être agriculteur. Alors vous parliez d'aléas climatiques, vous parliez de difficultés. Moi j'oserais rajouter la réglementation qui ne nous facilite pas les choses, quel que soit le domaine agricole dans lequel nous nous trouvons. L'idée c'est aussi de permettre aux agriculteurs de se rencontrer, mais aussi de s'expliquer face justement à ce grand public et de montrer et démontrer ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 30 ou 40 ans. Alors justement, on a vu les images, ça fédère énormément de monde, le public apprécie énormément ces rendez-vous menés par vous, Terres et Vignes. Les prochaines dates, on va voir aussi l'agenda, c'est le 8 avril, ça s'appelle Agricitadine, ça a lieu place de l'Hôtel de Ville, et il y a aussi le 30 avril, un dimanche à la campagne. Vanessa Serriès, vous connaissez bien ces rendez-vous, est-ce qu'on peut développer un tout petit peu? Oui, tout à fait. Alors nous, le début des festivités, effectivement, démarre le 8 avril avec les rencontres Agricitadine sur la place de l'Hôtel de Ville. Le 30 avril, un dimanche à la campagne, qui est un des événements phares attendus par Combien de visiteurs entre 25 000 et 30 000 visiteurs chaque année, sur 56 fermes et caves qui ouvrent au public le dimanche toute la journée. Cette année, nous avons 3 nouvelles exploitations qui intègrent un dimanche à la campagne. Donc ça aura lieu le 30 avril et la petite nouveauté cette année, c'est que nous développons des outils digitaux afin de faciliter l'accès aux caves et fermes et de pouvoir faire des parcours itinérants dans toute l'Aube. Là aussi, il y a de la modernité, de l'innovation. D'autres rendez-vous peut-être, hein? Oui, le 11 juin, les JA organisent leur fête de l'agriculture cette année, au mois de juin.
Alors le etc. 11 juin, la fête de l'agriculture va se situer, et c'est une nouveauté, à Buchères. C'est-à-dire qu'en fait, elle sera tout à côté de l'agglomération troyenne. Ah, c'est une grande première, me Tout semble. à fait. D'abord, ça se fait au mois de juin, alors que d'habitude, la fête de l'agriculture est plus tard dans la saison. Et ça sera tout près de nos amis urbains, de nos amis troyens et métropolitains. Et ça, c'est une grande première. Alors, je ne sais pas, parce que vous regardez l'une ou l'autre. Vanessa, vous avez terminé avec les rendez-vous ou pas encore? Pour le mois de juin, oui. Alors, un rendez-vous qui Exceptionnel peut-être aussi Voilà. Un rendez-vous tout à fait exceptionnel au mois de juillet. Et ça, c'est pas un scoop. Le Tour de France va passer par Troyes. Il va s'y arrêter et y dormir et en repartir le lendemain matin. Donc là, Terres et Vignes sera aussi présent. Alors sous un format que nous sommes en train de travailler, et nous travaillons là avec un champ encore plus étendu de partenaires, puisqu'il y a Champagne, la métropole Champagne, la ville de Troyes, les services de l'État, les collectivités territoriales, etc. Alors, Vanessa Serriès, on voit bien qu'il y a beaucoup de rendez-vous en direction du grand public, mais je crois qu'il existe aussi des actions de fédération entre professionnels. Je crois que ça s'appelle les conférences du développement. On va voir les images d'un rendez-vous qui était consacré au big data. Il y avait aussi un thème, l'agriculture au bois en 2025. Là aussi, ce sont des professionnels. Donc je me dis, à quoi ça sert ces rendez-vous? Je pense qu'ils se projettent déjà. Non, mais ça permet aussi de fédérer nos professionnels. Effectivement, la conférence Big Data de l'année dernière a très bien fonctionné. Il faut savoir que le monde agricole est assez précurseur sur l'utilisation des nouvelles technologies. En France, il y a 46% de tracteurs qui sont équipés de GPS afin de récolter, d'analyser les données et de pouvoir faire une agriculture de précision de plus en plus fine. Et cette année, en 2017, Terres et Vignes continue à mener des conférences qui répondent à des problématiques et à des attentes. Promouvoir également des métiers et des formations grâce au club métiers, emploi et formation au sein de certains événements comme la nuit de l'orientation ou la journée de la reconversion menée par l'ESC. Et SEV, savoir, entreprendre, valoriser ensemble, l'édition numéro 3 qui va être lancée, qui a pour objectif de favoriser l'émergence de projets collectifs entre cadres d'organisations professionnelles. En bref, Terres et Vignes, c'est justement le collectif, c'est le mot employé, c'est aussi faire en sorte que tous ces acteurs se rencontrent. Ah oui, tout à fait. L'idée, c'est de créer à la fois une transversalité d'organismes professionnels agricoles qui finalement ne se croisent pas si souvent que ça, et en même temps faire en sorte que cette dynamique collective profite à tous, au cœur de l'agriculture, encore une fois. Alors, une des constantes du monde agricole, justement, ça repose sur aussi l'innovation. Et je propose à présent de voir un exemple. C'est la plante, le sainfoin. Alors, cette plante était bien connue des agriculteurs et éleveurs autrefois. Et figurez-vous que après une génération, elle a été oubliée. Elle revient en force, et même pour faire du miel. Plus d'explications grâce à ce reportage. Cette fleur, c'est celle du sainfoin. À 93 ans, Jean se souvient encore de cette plante fourragère très courante dans les champs. Et pendant l'hiver, on battait ça dans l'air de grange. À la fourche, bien entendu. Et c'était une fois qu'on donnait aux animaux, voilà, c'est tout. Il y en avait partout? Oh ben partout, oui. Et la plaine était belle, hein. Elle était belle parce qu'elle était bien rose, la couleur des fleurs du sainfoin. Et ben parce que c'était bon pour les choses, ça croquait, ils aimaient bien ce point-là. C'était des vertus contre les vers, contre les maladies. On avait moins de problèmes avec du sainfoin que par exemple des luzernes. Il y avait 2-3 ruches, comme il y avait une dizaine de poules et puis un cochon pour... C'était ça. Une plante robuste, favorable pour la bonne santé animale en luttant contre le parasitisme et qui permet d'obtenir du miel. En 2008, Saint-Folia a réinventé l'usage du sainfoin en se basant sur des travaux de recherche de l'INRA. Nous sommes partis du constat de nos grands-parents et en fin de compte, nos chercheurs ont juste prouvé ce que la nature savait déjà. Tombé dans l'oubli, aujourd'hui 2 générations se retrouvent autour du sainfoin, mêlant nostalgie, évidence agronomique et approche moderne, que ce soit pour les rotations, le fourrage ou le miel. Nous avons le 7 mai fin mars et derrière on se met de sainfoin quand un coup de gélière, ça du coup de Alors ça, les agriculteurs bio, ils font ça. Ouais. Ceux qu'on a été voir là, sur les plateaux en Haute-Marne, ils sèment ça comme ça. Ouais, encore comme nous dans le temps. Ouais. Ouais, comme ils n'ont pas de moyens de désherbage, donc ils font ça, Bah comme voilà. ça. Aujourd'hui, chez Saint-Folia Mutifolia, nous exploitons toute la plante entière, à la fois les feuilles, la tige et les fleurs, et en produisant un granulé déshydraté qui va avoir plusieurs applications, notamment une application en nutrition animale, sur l'aspect alicament, sur l'aspect de nourrir mieux les animaux, notamment les chèvres et les brebis.
Alors pour le miel, il s'avère que là aussi, à l'époque, apparemment, dans toutes les fermes, on avait 2-3 ruches, mais c'était des ruches de village, des ruches qui produisaient du miel toutes fleurs. Et nous, ce qu'on a fait, quand on a réintroduit le sainfoin, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui butinaient ce sainfoin, et on s'est dit que peut-être que ça vaudra le coup de monter une ferme apicole pour valoriser tout ce potentiel. Au départ, c'est ce qui a été notre sensibilité. On s'est dit, oh là là, mais est-ce qu'on va y arriver? C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, ça paraît tellement antinomique vu les petites bisbilles qu'il y a souvent entre le monde agricole et le monde apicole, et puis la réalité elle est tout autre, puisqu'en fait il y a beaucoup de convergence entre les deux mondes, l'un ayant besoin de l'autre, puisque sans agriculture, sans fleurs, on ne peut pas produire de miel, et bon, pour le sainfoin en l'occurrence, pour la multiplication de semences, s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs, on ne produit pas de semences, donc on a quand même des intérêts en commun. Et ça participe aussi d'une vision nouvelle de l'agriculture où on n'est pas les uns contre les autres, mais on est les uns avec les autres. Et chacun, avec ses talents et ses possibilités, peut faire avancer ce monde agricole qui en a bien besoin. Mêler le bon sens paysan, la recherche scientifique et agronomique prend une forme concrète grâce au miel de Saint-Foin. Béatrice Richard, avec ce sujet, on voit que les pratiques culturelles sont en train de changer. Vous qui connaissez bien le vignoble, est-ce que là aussi vous avez des exemples comme ça, où ça fait appel à des techniques plutôt anciennes? Ah oui, bien sûr. Alors c'est vrai que l'AOC Champagne est réglementée par un cahier des charges très précis. Mais il n'empêche qu'il y a aussi la réglementation et la police de l'eau, par exemple, pour l'amélioration de la qualité des eaux, nous impose une quasi-absence de désherbage chimique dans les années qui viennent. Nous avons donc dû nous adapter et aujourd'hui vous voyez d'abord des vignes enherbées alors qu'auparavant il y a 40 ans ça n'existait pas. Vous voyez des engins sur les enjambeurs qui sont des intercepts ou des charrues qui sont mécaniques et puis vous voyez aussi des chevaux qui labourent. Alors bon, on peut rire du côté un peu folklorique. L'exemple. Mais il n'empêche que pourquoi pas. D'abord, le cheval, c'est un retour aux sources. C'est souvent des gens qui ont cette mélancolie du passé, mais du passé efficace malgré tout. Et puis, il y a aussi un intérêt physiologique pour le sol, puisque le tassement sera moins important pour un cheval que pour un enjambeur, par exemple, et ça peut faire partie de cette politique de redynamisation des sols. Le bon vieux sens paysan a du bon, donc. Tout à fait. Puisqu'on parle de Champagne, et là on est en janvier, est-ce que vous avez déjà des chiffres pour l'année 2016? Alors, il semblerait pour l'instant que nous soyons entre 306 et 307 millions de bouteilles. Nous sommes en baisse par rapport à 2015, qui était à 312 millions de bouteilles, mais nous sommes en hausse par rapport à la valeur. Et la valeur, le chiffre d'affaires de la Champagne en 2015, c'était 3,7 milliards d'euros. Donc vous imaginez quand on parle ne serait-ce que de 1% de hausse de valeur, ça vous cause. Autre actualité, on est en janvier, je crois qu'il y a des fêtes du côté du vignoble en ce moment. Ah oui, les vignerons ont un saint patron. Ce saint patron, c'est Vincent, Saint Vincent, patron des vignerons. Et les vignerons ont besoin de Saint Vincent. Alors bon, cette année, il nous a pas trop gâtés. Donc on va être encore plus gentil avec lui. On va faire des Saint Vincent magnifiques, des commémorations. Je vous rappelle qu'il y a 3 niveaux de commémoration. L'Archiconfrérie des vignerons de la Champagne, Capcé au niveau de Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube. Et puis chaque village qui a sa propre confrérie. Avant de revenir avec vous en plateau, je vous propose de voir une série de reportages. On va faire une petite pause ensemble. Tout d'abord, une action de la Chambre d'agriculture menée conjointement avec Alizé. Cela s'appelle Bout de silo. Et en fait, il s'agit d'une action de conseiller les éleveurs grâce à l'alimentation pour avoir des vaches qui produisent plus de lait. C'est assez incroyable et je propose de voir les explications. Alexandre Mignot, producteur de lait à pelle et d'air, peut être fier de ses vaches. Très bonne mamelle. Elle a été primée au concours à Brienne. C'est la fierté de mon troupeau en ce moment. Cependant, en ce moment, comme beaucoup d'éleveurs laitiers, Alexandre rencontre une difficulté dans sa production. Je vois cette année, je fais 5 à 6 litres de moins par vache en moyenne. Et c'est pas rien parce qu'on n'arrive pas forcément à honorer nos contrats de production. Cette baisse de la production semble liée à la nourriture, au fourrage. Nutriments et azote sont insuffisants. Donc là, il y a du foin pour les jeunes élèves. Sinon, après, pour tout ce qui est vaches laitières qui se trouvent à notre gauche, c'est plutôt à base de maïs en silage d'herbe, pulpe de betterave déshydraté et sinon luzerne déshydratée. Si on a un fourrage qui se trouve dégradé par rapport à des conditions climatiques qui ont été mauvaises, derrière, on aura des rendements lait, taux qui seront moindres. Le fourrage est analysé afin d'estimer son efficacité. Chaque fourrage, chaque année, est différent.
Et donc on est obligé de faire une analyse pour savoir un petit peu ce qui vaut, quelles sont ses valeurs. 51, donc c'est bon. 36. Bah, ça veut dire que ça va être très dur d'arriver à faire du lait. C'est pas de la paille, mais voilà, avec un aliment qui est peu valorisé, ça va être dur. Parce que la vache, elle a une capacité d'encombrement qui est limitée. Donc elle mange quelque chose qui n'est pas très riche, donc forcément elle ne peut pas arriver à faire autant de lait. Aujourd'hui, ces éleveurs participent à l'une des 20 rencontres Bout de Silo afin d'échanger sur leur situation, comme Alexandre qui a essayé d'augmenter ses rendements laitiers grâce à du blé écrasé. Je me suis retrouvé avec des vaches j'avais des mamites, je ne trouvais pas la solution. Souvent c'était des petits grains et les moulins avaient du mal à les toucher. Donc ce qui fait que voilà, aplatie, il faut être sûr qu'elle soit bien aplatie. Oui. Alors le but c'est d'échanger, donc que les éleveurs puissent échanger entre eux, qu'ils voient ceux qui ont des résultats, ceux qui n'en ont pas, donc qu'ils puissent discuter entre eux. Donc on est là surtout, c'est pour les faire discuter entre eux et leur apporter moi le retour des autres réunions qu'il y a eu avec d'autres éleveurs. Le même message à chaque fois, c'est en lait, ça fait pas de lait. Les maïs sont moyens, voire très médiocre pour certaines zones. Ici, l'objectif de la rencontre vise à trouver les bonnes ressources alimentaires, comme les tourteaux de colza, en tenant compte des coûts d'achat. C'est pas toujours évident de réussir malgré tout. Il y a des fois des choses qu'on ne maîtrise pas malgré l'achat extérieur. Si on en met trop, au bout d'un moment, la vache va avoir un excès qu'il va falloir qu'elle élimine, qui peut se traduire par un mal-être de l'animal avec des problèmes métaboliques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop, il faut savoir arrêter. Mais là, on aura le lait. Mais on aura le lait. Pas de solution miracle. Donc cette année, c'est le souci, comme le prix du lait est bas et qu'il faut monter beaucoup en concentré. Donc en fait, il faut s'apercevoir du seuil de rentabilité, jusqu'à combien j'en mets pour que ça soit rentable. C'est tout l'objet de ces rencontres Bout de Silo, résoudre le casse-tête entre alimentation, production et coût de revient. Bon, apparemment, il y a beaucoup de casse-tête. Hein. Et les très belles vaches. D'autres actus avec justement la rubrique Le retour sur l'actu. Autre initiative à présent, elle a été imaginée par tout simplement un agriculteur céréalier qui a choisi de vendre des graines du chat pour les oiseaux. Oui. Alors il se trouve tout simplement, il s'agit de Jacques Dess, il demeure près de Bussy-en-Othe. Et pour avoir les explications, je propose de l'écouter. Donc l'idée c'est ça, c'est de nourrir les oiseaux du jardin. Donc voilà, vous avez les têtes de tournesol, hein, tout simplement. Si vous avez du millet en graines. Hein. Et on a préféré mettre dans un sac papier, faire travailler les gens du secteur, c'était plus sympa. Et les clients, ils voyaient toujours dire ah bah tiens, t'aurais pas du millet, t'aurais pas du tournesol, t'aurais pas. Puis l'idée a germé comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'on a le contact avec les gens. C'est autre chose. Et puis ça permet de parler de ce qu'on fait. L'engouement en disant ouais c'est sympa votre idée et puis de dire ah bah tiens c'est étonnant. Donc bon à voir. Hein, faut essayer de toute façon pour savoir. C'est le meilleur moyen, c'est d'essayer. Autre chose à essayer, ça s'appelle l'agneau de l'Aube. Peut-être connaissez-vous la marque. Sachez que les éleveurs au bois se sont réunis. Je crois qu'ils sont 16 à travailler ensemble pour commercialiser uniquement dans le département de la viande de qualité élevée ici dans le département. Et donc ils lancent leur campagne pour consommer de l'agneau de l'Aube. Une campagne qui, je crois, dure jusqu'au mois de juillet. On retrouve nos invités à plateau avec Béatrice Richard. Je rappelle que vous êtes présidente de Terres et Vignes. On va s'intéresser aux mutations agricoles. On le voit on l'a vu dans le sujet sans foin, d'autres dans les techniques. Je m'en mêle dans les questions. On voit que les choses changent. Il y a le bio, il y a les circuits courts. Ça a un lien avec l'alimentation. Mais est-ce qu'il y a des choses plus profondes qui sont en train de changer, selon vous ? Bien sûr, et dans tous les domaines de l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui contraints de nous plier à des exigences importantes, environnementales. La sauvegarde de la planète est en jeu. On ne peut plus faire n'importe quoi. On ne veut plus faire n'importe quoi dans tous les cas. Et aujourd'hui, les référentiels se mettent en place. Prenons pour exemple la certification viticulture durable dans la vigne. Justement, certains communicants parlent de révolution verte, c'était l'arrivée de la chimie, et là ils parlent de nouvelle révolution verte. Nouvelle révolution verte, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, évolution positive, ça c'est évident. Et vous l'avez évoqué à l'instant, TerraVitis, est-ce qu'il y a de nouveaux labels qui naissent pour accompagner et valider cette mutation ?
Alors, des labels, on pourrait en trouver à l'appel. Ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir le label, c'est surtout de bien y coller, surtout de bien y croire. La passion de l'agriculteur doit passer à travers le label auquel il prétend. Et c'est vrai que quand on voit en viticulture, Terra Vitis, la viticulture durable, les hautes valeurs environnementales, quand on voit ce que font les éleveurs aujourd'hui, c'est extrêmement important que la passion d'un savoir-faire passe à travers ces labels. Alors, passionnés, ils le sont tous, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais toutes ces mutations, je parlais à un moment d'aléas climatiques, etc., comment c'est vécu par le monde agricole, par les agriculteurs ou les éleveurs et les viticulteurs? Est-ce qu'ils qualifient cette mutation de contrainte, d'obligation, de participation comme citoyen ou d'opportunité? Alors, vous savez, quand il s'agit du climat, c'est une contrainte à laquelle, de toute façon, on ne peut rien faire. Pour ce qui est du reste, il est clair qu'aujourd'hui, l'agriculture se doit d'être plus exemplaire qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Elle l'était déjà, elle le sera encore plus. C'est effectivement parfois une vraie contrainte. On a aussi, je le rappelle, une réglementation très lourde qui accroît encore plus le poids de ces contraintes. Mais il y a, et le Petit Prince l'a dit, il y a la nécessité de sauvegarder notre planète, et ça, c'est pas une contrainte, c'est une envie. Et on va voir justement, on va y revenir avec le sujet de la rubrique Contre-champ. Et c'est un lien avec ce sujet-là, parce qu'il faut savoir que les conseillers agricoles rencontrent ces agriculteurs, ils sont parfois en difficulté, l'année n'a pas été très bonne. Et donc on va voir qu'en fait ils ont eu l'idée, c'est la rubrique Contre-champ, je rappelle, c'est une vision décalée de l'agriculture, ils ont eu l'idée de former ceux qui vont au contact des agriculteurs pour faire du coaching relationnel. C'est assez surprenant et je propose de le voir. Dans cette salle, le public est en contact direct ou téléphonique avec les agriculteurs et éleveurs. À l'initiative de la MSA et au vu du contexte, ils suivent une séance de coaching inattendue, le coaching relationnel. La situation agricole de l'année 2016, qu'elle soit notamment climatique et économique, fait qu'un grand nombre d'exploitations sont en difficulté financière. Lorsque ces crises économiques durent dans le temps, naturellement, il y a de la souffrance humaine qui impacte pas uniquement la vie du chef d'entreprise, mais qui impacte également sa vie familiale, sa vie au quotidien avec ses enfants, avec son environnement, et puis l'ensemble des salariés du monde agricole qui sont au contact tous les jours dans leur rôle de conseiller en production végétale, conseiller animal. Nous avons eu des remontées qu'un certain nombre de salariés, le soir, lorsqu'ils rentraient chez eux, leur sacoche était remplie de la détresse qu'ils avaient reçue tout au long de leur journée de travail en rencontrant les exploitants. Face à ces situations, l'expertise technique est un socle qui ne suffit pas. Durant 2 heures, un coach a délivré ses conseils pour compléter sa boîte à outils relationnelle. Le but, formuler les faits jusqu'à obtenir une demande. De mon expertise, de mon savoir-faire, de tout ça il faut, hein. Je suis d'accord, hein. Il faut d'abord. Mais l'enjeu majeur, c'est moi, intérieurement, est-ce que je peux être dans la relation avec cette personne? L'agriculteur qui est complètement submergé, par exemple, il est envahi par le problème, donc il subit tout ce qui lui arrive. Et c'est donc moi, dans l'accompagnement, par mon questionnement, qui doit lui permettre de nommer les choses, de mettre des mots, MOTS, sur ces mots, MAUX. Et c'est le système ou l'institution qui est attaqué, parce qu'il faut bien trouver quelqu'un sur qui je vais pouvoir buter. Et la première personne qui arrive, c'est vous. Après, vous avez celui qui dit rien. C'est chaud aussi, hein. C'est peut-être encore plus dur. Hein. Cette séance de formation a pour but d'accompagner les accompagnateurs, un processus étonnant vu que la détresse déclarée commence souvent par une détresse financière. Alors bien sûr, quand la situation de l'argent arrive, là c'est dramatique, et là il faut faire du pompier. Mais il faut aussi aller au-delà de ça, pour aller regarder en profondeur quels sont les vrais leviers que la personne va pouvoir utiliser pour pouvoir changer son modèle. Il suffit simplement quelquefois d'ouvrir une porte pour permettre à la personne de rentrer dans autre chose, et du coup la personne peut sortir de son isolement. Et ensuite c'est elle qui fait le chemin. On n'a pas forcément besoin. Notre travail à nous, c'est simplement de remettre les gens en lien. D'ailleurs, en fin de séance, le public échange sur les cas rencontrés. La Chambre d'agriculture a mis en place le service d'accompagnement Réagir. L'agriculteur doit contacter ce service, une première démarche pour devenir acteur de sa sortie de crise. Patrice Richard, il est incroyable ce sujet. Il rend bien compte à la fois de l'aspect mutation et comme quoi les vieilles recettes apparemment ne suffisent plus. Est-ce que tout ce qu'on a évoqué,
durant cette émission comme solution, innovation, la présence de Terres et Vignes, sa création, ça permettra de passer ce cap? On ne passera ce cap que si on a l'intelligence de remettre l'humain au cœur du dispositif. Sans l'homme, avec un grand H, au cœur d'un dispositif quel qu'il soit, de communication, de sauvegarde, de prévention, d'innovation, de perfectionnement, si l'homme n'est pas au cœur du dispositif, on a tout faux et on n'y arrivera pas. Et ça, c'est un peu la mission de Terres et Vignes? C'est aussi la mission de Terres et Vignes, bien sûr. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Voilà, j'espère que vous connaissez davantage Terres et Vignes, l'association, et pourrez la retrouver très prochainement à Agricitadine, Dimanche à Campagne et autres. À très bientôt.